Qu'est-ce que l'école Notre-Dame de Paris? Cette école Notre-Dame de Paris prend la suite de celle de Saint-Martial de Limoges, mais elle prend la suite simplement du point de vue chronologique, car on ne peut établir aucune filiation entre ces deux écoles. Tout d'abord, pas de filiation géographique, mais pas non plus musicale. L'activité musicale se déplace donc au nord de la Loire. C'est l'époque de la mise en chantier des grandes cathédrales gothiques que nous avons encore aujourd'hui, en particulier celle de Notre-Dame de Paris, qui a été commencée en 1163 sur les ruines d'une grande cathédrale romane démolie pour cette occasion. Après cette date de 1163, Philippe Auguste, qui va régner entre 1180 et 1223, embellit et agrandit sa capitale. C'est l'époque où l'université de Paris reçoit ses statuts, en 1215. Le rôle culturel de Paris est donc essentiel dans l'Europe de cette époque. Ce rôle est tout particulièrement essentiel pour la musique polyphonique, puisque c'est à Notre-Dame que la polyphonie va prendre tout d'un coup, de façon totalement exceptionnelle, un essor considérable. Il n'y a aucun autre exemple ailleurs de ce type. Ce qui va mener la polyphonie à des formes très achevées, très complexes. Les compositeurs de ces pièces sont généralement des chantres à la cathédrale. Ils appartiennent au cercle de l'école épiscopale. C'est donc un monde très différent de celui de Saint-Martial de Limoges, qui était un monde monastique. Dans cette école épiscopale, l'enseignement est organisé en deux grands ensembles. D'une part, les disciplines scientifiques, qui constituent le quadrivium, avec l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie, et la musique. La musique, au fond, est un jeu de nombres, c'est une construction de type mathématique. Et d'autre part, les disciplines littéraires qui constituent le trivium, avec la grammaire, la rhétorique et la dialectique. L'enseignement s'inspire des maîtres de l'Antiquité et de ces sources antiques, on va déduire des théories musicales. Par exemple, la théorie des modes rythmiques. C'est le produit de l'école Notre-Dame, puisque la polyphonie de cette école est soumise à la modalité rythmique. L'école Notre-Dame comprend deux périodes, la fin du XIIe siècle, qui est l'époque de gloire de l'organum, et le début du XIIIe siècle, qui est l'époque du motet, c'est le genre nouveau. Les noms des compositeurs de la première époque nous sont connus, en revanche on perdra l'habitude d'attribuer les œuvres après 1200, donc les œuvres seront toutes anonymes. Le premier de ces compositeurs est Maître Albert de Paris, Magister Albertus Pariensis, qui est l'auteur d'un Benedicamus Domino tropé, traité dans le style d'un conduit à trois voix, par une espèce de génération spontanée que nous ne savons pas expliquer, on est dans une polyphonie déjà à trois voix. Ce Benedicamus Domino est contenu dans le Codex Calixtinus, vers 1140, qui est un manuscrit de Saint Jacques de Compostelle. C'est la plus ancienne polyphonie à trois voix que l'on ait conservée. On trouve également dans les sources le nom d'un certain Magister Léo, ou encore Magister Léoninus, qui a été francisé en Léonin, maître Léonin. Son nom est mentionné dans un traité écrit vers 1275 et que l'on nomme traditionnellement Anonyme IV de Coussemaker, du nom du premier éditeur. Dans ce traité, Léonin est qualifié d'Optimus Organista, ce qui ne veut pas dire organiste, mais cela signifie qu'il y a un rapport avec l'organum, soit qu'il en chante, soit qu'il en compose. Il est donc soit faiseur d'organum, soit chanteur d'organum. L'anonyme 4 indique que ses œuvres figurent dans le manuscrit intitulé Magnus Liber Organi. Ce Magnus Liber renfermait, car il est perdu, d'ailleurs toute la musique de l'école Notre-Dame. L'œuvre de Léonin consiste en chant de la messe ou de l'office traité en organum à deux voix, ce que l'on appelle un organum double ou encore plus simplement un double. Le Magnus Liber est malheureusement perdu, mais une partie de son contenu a été copiée dans quatre manuscrits plus récents de la première moitié du XIIIe siècle. Ces quatre manuscrits qui ont été conservés sont le manuscrit de Florence, le manuscrit de Madrid et les deux manuscrits de Wolfenbüttel, qui sont les plus importants d'ailleurs. Ils sont connus sous le nom de W1 et W2. Le Magnus Liber a peut-être été rédigé pour fournir le répertoire de la cathédrale au moment de son ouverture au culte, c'est-à-dire en 1182. C'est l'ouverture de Notre-Dame de Paris au public. Enfin, dernier compositeur important de cette école Notre-Dame de Paris, c'est Perrotin, dit aussi Perrotin le Grand. Il est connu à l'époque sous son nom latin, Magister Peronitus. Et il est cité également par l'anonyme 4 comme Optimus Discantor, c'est-à-dire le meilleur des chanteurs.
S'il n'était pas cité par l'anonyme 4, nous n'aurions aucun renseignement sur Pérotin, parce qu'en effet, il n'apparaît jamais dans les archives de Notre-Dame de Paris. Son nom a disparu des archives, ce qui fait qu'on ignore tout de sa biographie. L'anonyme 4 lui attribue 7 pièces du Magnus Liber, une monodie, un conduit à 2 voix, un conduit à 3 voix, 2 organas à 3 voix, et surtout 2 grands organas à 4 voix, ce qui est exceptionnel à cette époque, car toute la polyphonie du XIIIe siècle, voire du XIVe siècle, est à 3 voix, alors que nous sommes à la fin du XIIe siècle. Les 2 organas à 4 voix sont le Viderunt Omnes, c'est le graduel de Noël, et le Sederunt Principes, qui est le graduel de la Saint-Étienne, c'est-à-dire le lendemain de Noël. D'autres pièces du même style sont attribuables à Pérotin ou à son école. Pérotin a également remanié les organas à 2 voix de Léonin. Il les aurait améliorés, nous disent les sources, et il les a en tout cas transcrits dans une notation plus moderne. Enfin, il a ajouté aux organas de Léonin des petites conclusions, autrement dit des espèces de petits tropes polyphoniques que l'on appelle des clausules. On parle de clausules d'organum. Les genres typiques de l'école Notre-Dame de Paris sont l'organum à vocalise, le conduit, les clausules d'organum et le motet. Après l'organum parallèle, après l'organum martialien, voici pour bien distinguer les choses l'organum à vocalise. L'organum à vocalise est conçu comme un enrichissement du chant grégorien habituel destiné aux fêtes solennelles, pour Noël, pour Pâques, pour la Pentecôte et pour les fêtes des saints. C'est toujours les répons, les chants responsoriaux, que l'on traite en organum, c'est-à-dire les répons des vêpres, les répons graduels, mais aussi les Alléluia et le Benedicamus Domino. Toute la pièce n'est pas, entre guillemets, organisée, c'est-à-dire mise en organum, c'est-à-dire qu'elle n'est pas mise en polyphonie, mais on ménage une alternance entre la polyphonie et la monodie pour ne pas trop ralentir la célébration. Les passages polyphoniques sont confiés au chœur, la monodie reste un art de soliste. Il semble bien que des parties instrumentales doublent les parties vocales, mais c'est sans doute assez timide, ça l'est moins pour le ténor avec ses valeurs longues qui lui sans doute est doublé par un instrument. En ce qui concerne le conduit, à la suite de Saint Martial de Limoges, l'école Notre-Dame va produire elle aussi des conduits, mais ce genre est beaucoup moins représentatif de l'esthétique de Notre-Dame que l'organum. C'est donc un genre mineur, peut-être pas en nombre, mais en qualité et en style par rapport à l'organum. Ces conduits sont la plupart du temps à 2 ou 3 voix, il s'agit d'une création originale sur texte latin, sans mélodie empruntée et la plupart du temps dans le style du déchant, mais ce n'est pas systématique. Si les quadruples de Pérotin représentent le terme d'une évolution déjà longue, c'est la fin d'un art, celui de l'organum, les conduits, eux, représentent ou annoncent plutôt une musique à venir, surtout du point de vue du rythme, car ils n'empruntent que fort peu à cette modalité rythmique. Écoutons le conduit Ver Pacis Aperit. C'est un conduit à 2 voix du poète Gauthier de Châtillon qui a été écrit pour le sacre de Philippe Auguste, c'est-à-dire le 1er novembre 1179. Ce conduit est tiré du manuscrit de Florence. Ver pacis aperit eludis remio, salutis reperit remis remigio, japertus exerit lucrante illadio, coprocula benit incursus osio. Qui plus contulerit natura sapere, qu'un plus Autre genre de l'école Notre-Dame, ce sont les clausules. Une clausule est un court morceau polyphonique dans le style du conduit qui est destiné à terminer une pièce polyphonique de plus grande envergure. Pérotin a écrit des clausules pour les organas de Léonin. Les manuscrits de l'école de Notre-Dame contiennent de nombreuses clausules qui sont regroupées en fascicules, et il faut donc aller chercher parmi ces clausules pour terminer les organas.
Enfin, le motet, il commence à apparaître à la fin du XIIe siècle, à partir justement de la clausule d'organum. On va avoir l'idée de troper les clausules d'organum, c'est-à-dire de faire un trope logogène, autrement dit d'adapter des paroles aux voix inventées des clausules. Au lieu de les vocaliser, on va leur donner un texte syllabique différent pour chaque voix. Ce qui fait l'essence même du motet, c'est donc le texte littéraire. C'est d'un ajout de texte que naît le motet et non pas d'une transformation du style musical. C'est d'ailleurs bien ce qu'indique la terminologie. Motet vient de motetus, qui signifie petit mot que l'on ajoute, c'est-à-dire les mots secondaires, puisque ce n'est pas le texte principal du ténor, c'est ces mots secondaires que l'on va ajouter sous les parties inventées. Cette adaptation de nouveaux textes peut se faire en latin, mais aussi en français. Tout motet de cette époque est de toute façon pluritextuel, c'est-à-dire qu'il y a des textes différents sous les différentes voix. La pluritextualité est une des caractéristiques essentielles du motet. On peut aller parfois jusqu'au bilinguisme, puisqu'on aurait le ténor en valeur longue qui donne sa mélodie empruntée, et le texte liturgique, le texte de la messe ou de l'office, et puis dessus un texte en latin pour le duplum, et puis un texte en français pour le triplum. On aurait ainsi trois textes différents en même temps. Comme pour les tropes monodiques, les textes nouveaux se rapportent souvent à celui du ténor. C'est une espèce de commentaire ou de paraphrase de celui du ténor, mais pas toujours, car ils n'ont même pas toujours un caractère religieux. Il peut s'agir parfois de textes profanes qui vont donc se faire entendre en même temps qu'un texte latin, éventuellement religieux mais inventé, et bien sûr en même temps que le texte liturgique au ténor. Écoutons le motet Salve Mater Tatem. Tatem est la fin du mot veritatem. La mélodie grégorienne dans laquelle il y a le mot veritatem est beaucoup trop longue pour la pièce que l'on a voulu écrire. Donc non seulement on n'a pas pris veritatem et la suite du texte, mais on n'a même pas pris le mot veritatem en entier. On a pris seulement un morceau de ce mot veritatem et la mélodie qui lui est associée. D'ailleurs, c'est un ténor qui se trouve dans plusieurs autres polyphonies. Ce qu'il faut retenir de cette époque et de cette école Notre-Dame de Paris, c'est qu'elle va mener l'organum à son sommet, mais l'organum va tomber en désuétude définitive à la fin du XIIe siècle, début du XIIIe siècle, alors que le motet va prendre un essor considérable. Le motet est le genre typique du XIIIe siècle.